Radio Mali, il est 7 heures. Le journal. Nya Aliou Traoré. Bienvenue à la première édition de Mali Actualité sur la radio nationale. Bonjour et bonne journée. Les titres. Les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel reçus à Koulouba avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il a été question de la mise en œuvre urgente du plan d'action de défense et de sécurité dans notre espace commun. Nous ferons le point avec Garibou Pérou. Actualité AES toujours, nous allons découvrir ensemble une pièce théâtrale inspirée des poèmes de Sa Majesté le Moronaba. Vous l'aurez compris, je vous amènerai au Burkina Faso pour savourer cette pièce savamment écrite avec plusieurs thèmes, notamment la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation, des sujets qui nous parlent beaucoup actuellement dans nos différents pays. Nous allons aussi faire un tour en Mauritanie où séjourne actuellement le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba. À travers lui, notre pays prend part au forum de haut niveau Nouakchott +10 sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott en Mauritanie, Suleiman Kenza Sidibé et Djeli Maranjabati. Et oui, l'actualité, c'est aux États-Unis avec le comeback à la présidence de Donald Trump, le candidat républicain. Une victoire qui intervient après un scrutin où Trump a surpassé Kamala Harris, la candidate démocrate, avec un score décisif qui contraste avec les prévisions d'un duel serré. Aïssata Ibrahim Maïga depuis New York nous fera l'analyse de ce scrutin, pas comme les autres. Et dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou parlera de la place de la fiscalité dans la vie politique, économique et sociale d'un pays. Merci de nous écouter. Un mot du temps, il fait beau ce matin, il fera beau toute la journée. Et du soleil, il fait présentement sur Bamako 37 degrés Celsius, sur Sikasso 33 degrés et sur Ségou 34 degrés. Direction Koulouba pour parler du plan d'action de défense et de sécurité de la zone AES. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, en recevant d'audience ce mercredi après-midi les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel, a souligné la nécessité de la mise en œuvre urgente du dit plan. Justement, la délégation était venue faire le point de la réunion relative à sa finalisation. Elle informera également le président de la transition du démarrage très bientôt des opérations de grande envergure qui seront menées dans l'espace AES. Garibou Pérou pour le compte-rendu. À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Général de brigade Moussa Saloum Barmou, chef d'état-major des forces armées du Niger. Rendre compte au président de la Confédération, inspiré de ses conseils éclairés, passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper et de répondre aux défis du moment. Il est question donc vite concrétiser ce plan d'action en organisant effectivement des opérations allant dans le cadre de la sécurisation de notre espace, dans le sens d'assurer plus de sécurité aux personnes et aux biens dans notre espace. Des opérations à grande échelle, la confiance des peuples est essentielle. Confiance qui permettra aux forces de défense et de sécurité de se sentir comme symbole d'unité et de protection de nos valeurs nationales.
AES Actualité. Oui, comme annoncé, je vous amène au Burkina Faso pour découvrir ensemble une pièce théâtrale inspirée des poèmes de Sa Majesté le Moro Naba, qui se nomme à l'état civil Mongo Naba Baongo. La pièce est savamment écrite avec plusieurs thèmes, notamment la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation, des sujets qui nous parlent beaucoup actuellement dans nos différents pays. Pour Radio Burkina, Julie Kael Kafando a suivi la présentation de la pièce devant de nombreux et curieux spectateurs. Suivons ensemble. Un conflit entre deux tribus frères qui vivaient en parfaite harmonie. Pour cause, un fétiche a été volé, provoquant d'énormes maux dans la société. Ce fétiche de la discorde a même le pouvoir de protéger la communauté contre les terroristes. Mais fort heureusement, la vieille tante, guidée par sa sagesse, s'impose comme médiatrice pour éviter l'irréparable, un conflit sanglant entre Naba-Clé et Naba-Kalou. Le message véhiculé à travers ce spectacle, c'est la recherche et le retour de la paix au Burkina Faso. Georgette Paré, promotrice de spectacle. Quand vous écoutez le spectacle, ça relate à la limite tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous ne sommes plus en paix, nous sommes en guerre entre nous ou contre d'autres personnes. Ce qu'il faut faire, c'est d'unir les forces. Les larmes des armes, une pièce théâtrale inspirée des poèmes de Sa Majesté le Mongo Naba Baongo. Pour le Widi Naba, représentant de Sa Majesté, le message de cette pièce reflète la vision et les idéaux de l'empereur des Mossé. C'est une pièce qui permet au Burkinabé de savoir ce que c'est que la paix, la cohésion sociale, et comment y arriver. Le représentant du ministre d'État, ministre en charge de la culture, invite les Burkinabés à adopter les bonnes manières en faveur de la cohésion sociale. Abdoulaye Dioni. Je pense que c'est une pièce de très grande qualité et ça nous donne enfin à voir le rôle que tout un chacun peut jouer pour le retour de la paix. La pièce théâtrale Les larmes des armes n'est pas à sa première représentation. Elle a été déjà présentée aux spectateurs, entre autres à Kaya et au Britannique militaire de Katiou. Et au Niger, nous allons être sur les traces du gouverneur de la région de Maradi. Le contrôleur général de police, Issoufou Mahaman, s'est rendu à Kamnabaché, dans le département de Mayahi. Objectif, sensibiliser sur la sécurité et la vie socio-économique du pays. Sur place, il a animé un meeting, nous précise Sanda Nataï de Radio Niger. À Kanambakaché, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issoufou Maman a longuement entretenu la population de Kanambakaché sur plusieurs thématiques ayant trait à la vie de la région et au-delà de la nation. Entre autres, la paix, la sécurité, l'unité, la coexistence pacifique et la cohésion sociale. Il a invité les uns et les autres à être les yeux et les oreilles des autorités et des forces de défense et de sécurité en dénonçant tout mouvement et fait inhabituel pour aider à assurer cette sécurité, évoquant les ambitions et les réalisations concrètes et salvatrices du CNSP et de son président, le général de brigade Abdelrahman Chani, chef de l'État, au profit des populations qui trouvent déjà leurs conditions de vie améliorées. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issoufou Maman, a relevé la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, la réduction des prix du carburant à la pompe, des prestations sanitaires, du ciment et bientôt le rachat de l'excédent céréalier. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issoufou Maman, a mis à profit son déplacement pour visiter et saluer l'engagement patriotique de la communauté de Kanambakaché, dont l'effort a permis de rétablir la circulation sur la route interreliant le chef-lieu de la commune à Achilafia, interrompue suite à une forte pluie de 300 mm. L'actualité hors espace AES nous conduit à Mauritanie où se tient le forum de haut niveau
Nouakchott plus 10 sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre ouverte hier mercredi fait suite au forum de 2013, toujours tenu en Mauritanie. Les participants à l'époque demandaient de porter de 10 à 15% la part de l'élevage dans le PIB de nos États et de 5% pour les pays côtiers. Il s'agira de faire le point sur les acquis et les faiblesses de la déclaration donc de 2013. Le Mali prend part à ce forum à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Yubaba. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, en Mauritanie, Suleiman Kenza Sidibé, Djelimaran Diabati. Plus de 60 millions d'animaux vaccinés, 322 marchés à bétail réalisés et 4200 km de couloirs de transhumance ont été dégagés ces dernières années dans le Sahel, plus le voisinage, pour dire que l'élevage joue un rôle capital dans nos économies. L'élevage contribue de nos jours à hauteur de 15%, voire 17% du PIB dans certains pays du Sahel. Comme l'ont souligné le secrétaire exécutif du SILS, le ministre de l'élevage du pays hôte, l'élevage permet de lutter contre la pauvreté, assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'autonomie financière dans nos États. Plus de 80 millions de personnes vivent des activités liées à l'élevage, dira le ministre secrétaire d'État à la présidence qui a présidé à l'ouverture des travaux. De l'avis du ministre de l'élevage du Mali, il importe désormais de booster la production de viande et de lait et des sous-produits issus de l'élevage pour le bonheur des éleveurs, pour le bien de nos économies. Yubaba. Très important pour nos pays. L'élevage représente vraiment une très importante part dans le produit intérieur brut, 19%, et occupe 80% de la population, dont 30% retirent leurs revenus de l'élevage. Porter la voix du Mali par rapport au pastoralisme dans le Sahel. Il urge de rendre la transhumance aussi bénéfique pour tous les acteurs de la filière, de réduire les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, d'offrir de meilleures perspectives au secteur de l'élevage. Comme premier défi que nous pouvons citer, c'est le changement climatique et c'est aussi les problèmes entre toujours agriculteurs et pasteurs. Que de défis qu'il faut relever encore. Tracer la voie pour Nouakchott plus 10, c'est-à-dire 2024-2035. Le forum Nouakchott Plus est organisé par le SILS et essentiellement financé par la Banque mondiale. Le ministre de la Santé rwandais a déposé un projet de loi visant à autoriser les adolescentes à partir de 15 ans à avoir accès aux services de santé reproductive, notamment à la contraception pour limiter les grossesses non désirées. La loi réglementant les services de santé présentée au Parlement doit être discutée et votée dans les prochains jours. Elle devrait se heurter à des voix y étant opposées dans ce pays conservateur. L'inaccessibilité aux services de santé sexuelle et reproductive des adolescentes, y compris la contraception, entraîne des taux élevés de grossesse non désirées, a déclaré le ministre de la Santé en présentant le projet aux députés. Hors du continent, en Allemagne, rien ne va plus pour le chancelier Olaf Scholz. L'Allemagne est entrée mercredi soir dans une période de crise politique majeure avec l'éclatement du gouvernement de coalition. Des élections anticipées pourraient avoir lieu début 2025 à la tête du pays depuis fin 2021. La coalition unissant sociaux-démocrates et écologistes libéraux du FDP a volé en éclats suite au limogeage du ministre des Finances Christian Lindner et chef de file des libéraux. Les autres ministres libéraux ont annoncé en fin de soirée leur départ du gouvernement, privant Olaf Scholz de majorité à la Chambre des députés. Ce séisme ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment pour la première économie de l'Union européenne, aux prises avec une grave crise industrielle et qui s'inquiète des répercussions pour son commerce de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et c'est désormais un acquis. Oui, Donald Trump retrouve la Maison-Blanche. Il revient à la présidence des États-Unis, marquant un retournement de situation politique majeure 4 ans après sa défaite face à Joe Biden. Cette victoire intervient après un scrutin où Trump a surpassé Kamala Harris, la candidate démocrate, avec un score décisif qui contraste avec les prévisions d'un duel serré. Et voici un état des lieux des résultats de l'élection et des premières conséquences de ce retour pour l'économie américaine et internationale. Et c'est avec Aïssata Ibrahim Maïga depuis New York.
Triomphe républicain dans les swing states, Caroline du Nord, Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin. Ces États indécis, souvent déterminants dans les élections présidentielles, ont basculé du côté républicain, permettant à Trump d'atteindre et de dépasser le seuil crucial des 270 grands électeurs. Cette nette victoire confère également un nouvel élan aux républicains qui ont réussi à prendre le contrôle du Sénat, accentuant le revers des démocrates et fragilisant leur base politique. Contrairement au sondage qui annonçait un scrutin très serré, Trump a remporté une majorité plus conséquente, démontrant l'efficacité de sa stratégie de campagne et son impact auprès de divers segments de l'électorat. Malgré des propos controversés de Trump à l'égard des populations latino-américaines, il a bénéficié d'un soutien croissant au sein de cette communauté. CNN rapporte que le vote latino pour Trump a augmenté de 18% par rapport aux élections précédentes, un phénomène qui semble lié aux préoccupations économiques de cette communauté. Un des points d'achoppement pour le camp démocrate a été le manque de propositions concrètes sur la question palestinienne. Cette lacune aurait contribué à la désaffection des électeurs d'origine arabe qui espéraient un engagement plus fort de la part de Kamala sur ce sujet. Trump, bien que souvent critiqué pour sa politique étrangère, semble avoir mieux su rallier une partie de cet électorat sensible au conflit au Moyen-Orient. Les marchés financiers ont rapidement réagi au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, reflétant un certain optimisme des investisseurs quant aux politiques économiques républicaines. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa victoire, les indices boursiers mondiaux ont affiché une hausse significative. Wall Street a ouvert en forte progression, alimentée par l'anticipation de politiques favorables aux entreprises, notamment en matière de fiscalité et de dérégulation. La victoire de Donald Trump, marquée par un soutien accru dans les communautés clés et une prise de contrôle du Sénat par les républicains, semble augurer de nouveaux chapitres pour les États-Unis. Sur le plan économique, cette dynamique initiale indique un regain d'optimisme dans les milieux financiers et pourrait amorcer une nouvelle phase de croissance pour les entreprises américaines. Cependant, les politiques à venir pourraient exacerber certaines tensions sociales et accentuer la polarisation déjà marquée dans le pays. Reste à voir si le retour de Trump permettra de concilier croissance économique et stabilité politique. New York, Aïssata Ibrahim Maïga. Voilà, c'était depuis New York, Aïssata Ibrahim Maïga et ses autres différentes réactions à travers le monde concernant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Commençons par son adversaire au lendemain de sa défaite à la présidentielle. Kamala Harris a reconnu s'être engagé devant ses supporters à aider Donald Trump dans le transfert du pouvoir. Joe Biden a également invité son successeur à une rencontre à la Maison-Blanche, appelant à unifier le pays. Par ailleurs, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche génère de nouvelles tensions entre les États-Unis et le Mexique, en particulier sur les questions commerciales et migratoires. La présidente mexicaine a félicité Donald Trump tout en exprimant son souhait de maintenir un dialogue respectueux pour gérer l'agenda bilatéral centré sur le commerce, la lutte contre le trafic de drogue et la migration. Pour rappel, pendant sa campagne, Donald Trump avait menacé d'imposer une taxe de 25% sur les importations mexicaines, accusant le Mexique de ne pas maîtriser les flux de drogue et de migrants. Les dirigeants européens affichent un front relativement uni face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, conscients que leurs désaccords seront autant de brèches dans lesquelles le milliardaire républicain ne manquera pas de s'engouffrer. Et le président chinois Xi Jinping a adressé ce jeudi 7 novembre ses félicitations au président élu américain Donald Trump et appelé à une relation bilatérale stable, saine et durable. Oui, on arrive au sport et la leçon du sport de ce jeudi nous parle des sanctions en handball. En football, 4e édition de la Coupe du numérique, les matchs de la deuxième journée se poursuivent. En basketball, après sa belle performance au premier match, le Stade malien de Bamako gagne sa deuxième rencontre du tournoi de qualification à la Ligue africaine de basketball. Les Blancs de Bamako ont battu le club ASB au sport de la RDC Congo. La page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Basketball, après sa belle performance au premier match, le Stade malien de Bamako gagne son deuxième match au tournoi de qualification au BAL. Les Blancs de Bamako ont battu le club ASB Show Sport de la RD Congo. 72-65 pour le Stade malien de Bamako. C'est le résultat final face à l'ASB Show Sport de la RD Congo dans le groupe A. Entre autres résultats de cette journée, dans le groupe B,
Al-Ali de Libye a battu 99 à 75 Maïti Barol Basketball Club du Libéria. Spintes United du Ghana a perdu 71-84 devant Kadi Sport Academy du Cameroun. Les Blancs terminent cette phase de groupe cet après-midi contre les Gabonais de Mwanda Bébé Gabon. Rappelons que la compétition BAL Division Ouest Elite 16 réunit les meilleurs clubs d'Afrique de basketball. Football à présent avec la Coupe du numérique 4e édition. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Cet après-midi, dans la poule B, l'équipe de la Poste sera face à celle de la HAC. Déjà hier, dans la même poule, la SMTD a été battue par la GFO 2-0. Mardi, dans le groupe A, la MRTP a dominé l'AGETIC 2-1. Et à l'ouverture de la journée, l'équipe de l'ORTM a fait match nul 1 but partout avec la MAP. En troisième journée, l'ORTM sera face à la Poste. En Europe, la 4e journée de la Ligue des Champions a pris fin hier. Bayern Munich gagne par le minimum d'1-0 devant Benfica. Étoile rouge de Belgrade a été battue par le FC Barcelone par le score de 2-5. Feyenoord s'incline devant Salzbourg 1-3 de notre compatriote Nenad Rogeles qui est sorti à la 81e minute et Dauda Guindo lui est entré à la même période. Inter Milan l'emporte par le minimum d'1-0 devant Arsenal. Le PSV s'incline devant Atlético Madrid 1-2. Stuttgart a été battu à domicile par Atalanta 0-2. Spartak Stade Brestois, les Brestois gagnent par 2-1. Notre compatriote camerounais est sorti à la 80e minute. Club Bruges gagne par le minimum d'1-0 devant Aston Villa et Shakhtar Donetsk l'emporte 2-1 face Young Boys. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de mai, le handball reste un sport complexe avec des règles colorées. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées, des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la troisième entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ces joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Oui, charmant et élégant, Isaac Tchenou, merci beaucoup. Donc, pour le rappel, la Coupe du numérique, la Poste affronte la HAC. Bonne chance aux 2 équipes. Chronique judiciaire. Oui, nous retrouvons notre chronique judiciaire. On va parler de la place et du rôle de la fiscalité dans une économie. Déjà, c'est quoi la fiscalité? C'est un système mis en place par le gouvernement pour collecter des sommes d'argent auprès des citoyens et des entreprises. Du coup, la fiscalité occupe une place importante dans la vie politique, économique et sociale d'un pays. En dépit de son importance, son prélèvement donne souvent lieu à des litiges entre l'administration fiscale et le contribuable. Pour éviter de se laisser surprendre par la fiscalité, il est bon, voire indispensable pour tout citoyen de connaître et de comprendre les principes de base qui régissent la fiscalité et les obligations comptables qui en découlent. Et on sait tout ça, on en sait plus avec Garibou Pérou.
Complexe, la fiscalité touche à la fois les citoyens et les entreprises. Elle englobe les prélèvements obligatoires tels les impôts sur le revenu, la TVA, les cotisations sociales et les impôts sur les sociétés. Mais on constate les litiges soit lors de la détermination du montant à payer, soit à l'occasion du recouvrement d'impôts. Pourtant, la fiscalité est un outil, un levier essentiel pour le développement politique, économique et social. Philippe Dambélé, Conseil fiscal. Les entreprises pensent que l'administration fiscale a des procédés confiscatoires, donc prélève trop d'impôts. De l'autre côté, l'administration fiscale pense que les entreprises, les contribuables sont toujours prêts à frauder, à dissimuler l'assiette des impôts ou à se soustraire tout court à l'imposition ou au recouvrement de l'impôt. La fiscalité permet de financer l'éducation, la défense, la santé et même les infrastructures. Que faudrait-il envisager pour éviter ces litiges? Il y a deux chartes. Il y a la charte du contribuable et il y a la charte du contribuable vérifié. Chacune de ces chartes comporte des codes de conduite, aussi bien pour l'administration fiscale que pour le contribuable. Du côté de l'administration fiscale, on demande à l'administration, aux agents d'impôts, qu'il n'y ait pas de mur entre les contribuables et l'administration fiscale, parce que l'administration ne peut pas aller sans les contribuables. Les contribuables aussi ne peuvent pas aller sans l'administration fiscale. Et du côté des entreprises ou du citoyen, du contribuable, qui doit faire preuve de civisme. Il y a un autre dispositif légal qu'on appelle la procédure du contradictoire qui donne la possibilité au contribuable de s'exprimer par rapport à l'impôt qui lui est réclamé avant que cet impôt ne soit définitif. Et si, malgré ces mesures, les contestations continuent et opposent toujours les parties? Il y a des procédures, il y a une phase administrative et une phase juridictionnelle. Dans la phase administrative de la résolution des litiges, il y a le recours hiérarchique et il y a l'intervention de ces commissions. Ces commissions n'ont pas vocation à trancher le litige, mais à donner un avis. Il y a aussi la phase juridictionnelle. Lorsque c'est devant le tribunal administratif, en parlant de requête introductive d'instance, il y aura des mémoires en défense, mémoires en réplique, mémoires ampliatifs. Et donc, le dossier sera inscrit en rôle et il y aura une décision de justice. Y a-t-il un autre moyen de résolution des problèmes entre l'administration fiscale et le contribuable? Bien sûr, si l'administration reconnaît par exemple qu'en réalité il y a eu une erreur de sa part, l'administration peut décider de faire un dégrèvement d'office. Il y a aussi ce qu'on appelle la transaction. Comme on le dit très souvent, il vaudrait mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça, c'est la transaction. Il y a aussi ce qu'on appelle les demandes de modération. En matière d'impôt, il y a ce qu'on appelle les droits simples et les pénalités ou les amendes. Pour les droits, seul le ministre des Finances peut accorder une modération. Modération veut dire une diminution du montant de l'impôt, en faisant valoir que si on paye tout ce montant, ça compromet la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Donc, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les demandes de remise gracieuse, qui concerne cette fois-ci les pénalités. Profession libérale, le Conseil fiscal joue un rôle déterminant dans les obligations fiscales. Pour mieux appréhender, anticiper, maîtriser les risques fiscaux, il faut se faire entourer par ces experts comptables et fiscaux. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est par là qu'on va minimiser le risque fiscal, les litiges fiscaux. L'évasion fiscale, la taxation des entreprises sans présence physique constituent les obstacles auxquels la machine fiscale fait face. Il sera bon à l'avenir de mettre à contribution les nouvelles technologies pour améliorer la collecte des impôts et réduire la fraude, car faillir à ses obligations fiscales ou se soustraire volontairement équivaut à rompre avec la solidarité nationale. Et merci pour toutes ces explications. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. À la mise en onde, Ismaël Diarra, la mise en ligne, Badi Touré, la réalisation et la coordination assurée par Ousmane Dawa. Restez bien sur la radio nationale. Tout de suite, les informations météorologiques avec Djeneba Doumbia. À sa suite, les avis et communiqués avec Fousseini Diarra. Un grand merci à nos auditeurs de Koulikoro, Banamba et Touba. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez créatifs, ça ne fera pas de mal. Bonne journée.